Salut toi, bienvenue dans ce 12e épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler des différentes configurations de couple. Quand je dis configuration de couple, je parle de relations, au pluriel je précise, de relations amoureuses, romantiques et ou sexuelles, toujours au pluriel. La sacro-sainte monogamie est mise à rude épreuve, enfin épreuve pour certains, certaines, méga bonne nouvelle pour d'autres. On parle donc de non-monogamie éthique, couple libre, relation ouverte, polyamour ou encore de trouble, d'autres façons de vivre ces relations. Est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires ? Comment l'aborder et comment l'entendre ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 invités en grande forme et qui ont, je pense, plein de choses à dire. Janice, Laura et Tom. Salut. Salut. Hello. Salut. Alors merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous venez discuter de configuration de relation, configuration de couple ? Quelle est votre expérience par rapport à ce sujet ? Laura ? Moi, pour l'instant, je ne suis pas en relation du tout, mais mes expériences sont que j'ai toujours été en couple. Donc pour moi, une relation libre ou un couple ouvert, c'est pas du tout envisageable. C'est pas du tout une question de communication. Je suis assez ouverte sur le sujet, mais la configuration ne me correspond pas du tout, je pense. Ok. Janice ? Alors, moi, ça fait longtemps que je pensais au couple non exclusif. Et là, c'est la première fois que je suis dans une relation où vraiment on applique ça. Et donc voilà, c'est pour venir partager mon expérience. Trop bien, merci. Tom ? Et moi, ça fait 5-6 ans que je suis non monogame, plus précisément anarchiste relationnel. Et donc, j'ai beaucoup de facilité à parler de ça de manière générale, avec mes amis, mes partenaires, etc. Donc, c'est pour ça que je suis là. Super, merci beaucoup. On a déjà entendu 3 termes différents. Laura, tu parles de couple. Janice, tu as parlé de relations non exclusives. Et Tom, d'anarchisme relationnel. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire par là ? Alors pour moi, l'anarchie relationnelle, c'est l'application de l'anarchie politique, mais au relationnel, donc avec ses valeurs principales qui sont la liberté, le respect de l'autonomie, le refus de la notion de propriété, de pouvoir sur les autres, de hiérarchie, etc. Et donc on va appliquer tous ces principes, mais aux relations. Donc ça peut être une relation non exclusive, par exemple ? A priori, c'est plutôt non exclusif, oui. Comment est-ce qu'on amorce le sujet avec son, sa ou ses partenaires ? Peut-être d'abord avec son ou sa partenaire dans un premier temps. Janice ? Moi, ici, avec ma relation actuelle, en fait, ça a été abordé avant même qu'on décide de se mettre en couple. Donc, c'était en fait une des conditions à la mise en couple. C'était, en fait, il faudra que ce soit un couple ouvert pour qu'on puisse se mettre en couple. Donc, ça a été vraiment abordé dès le début. Mais sinon, dans mes relations précédentes où ça a été abordé, ça vient un peu comme ça. Moi j'ai jamais eu besoin d'avoir la discussion. Donc c'était à chaque fois un sentiment de c'est un peu ce dont on a envie en fait tous les deux et du coup discutons-en et j'ai jamais eu la discussion à avoir. Donc c'était plutôt une discussion avec toi-même avant pour pouvoir savoir ce que tu voulais. Et c'était pas une discussion du coup avec un partenaire ou une partenaire, c'était vraiment avant même d'avoir quelqu'un, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus est-ce que ça me correspondrait ? Et alors, quand je suis arrivée dans une relation où je sentais que ça pouvait être appliqué, du coup, il y a eu la discussion et ça s'est fait, quoi. Tom, est-ce que tu te reconnais là-dedans ou pas ? Un petit peu, oui. Mais moi, personnellement, ce que je fais quand j'envisage vraiment une relation avec un certain engagement qui n'est pas juste une relation par le hasard des choses, parce qu'on est collègues ou parce que, je sais pas, c'est le boulanger, enfin j'en sais rien, mais c'est vraiment une relation où on décide de se voir, et pas juste dans un groupe social ou quoi. Là, je crois que c'est systématique. Je vais aborder la question avec la personne, de dire « Ah ok, voilà comment moi je vois les relations, comment est-ce que toi tu les conçois ?»
et voir s'il y a quelque chose de compatible et d'envisageable, quoi. Mais donc, moi, j'essaie de toujours avoir la conversation pour voir vraiment si ça sert à quelque chose en fait de s'investir là-dedans, ou bien si on va s'en tenir à une amitié platonique ou autre chose. Et du coup, c'est plutôt au premier rendez-vous, Ouais, directement. plutôt cash, quoi. Ouais. Enfin, si je peux rajouter un truc, je vais faire ça si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qu'une amitié platonique qui peut s'envisager. Si je sens pas qu'il y a une attirance réciproque, je vais pas commencer nécessairement à parler de ça avec la personne, sauf si malgré le fait que ce soit une amitié platonique, c'est un sujet qui nous intéresse et on a envie d'en parler, mais plus d'un point de vue théorique, quoi. Oui, d'abord voir s'il y a la volonté d'avoir une relation amoureuse ou romantique ou sexuelle, et après d'envisager les possibilités. Voilà. Après, moi, du coup, maintenant, je suis en couple non exclusif, mais du coup, quand je rencontre d'autres personnes avec qui je pourrais relationner, là, forcément, je me présente directement comme étant en couple non exclusif. Et donc, forcément, la discussion vient aussi dès le début avec ces personnes-là, et c'est pas, je vais pas attendre que la discussion vienne ou autre, ça va être directement dit, quoi. Tu le caches pas, quoi. Oui, c'est ça. Et toi, Laura, du coup, qui a été uniquement en couple exclusif, comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, le fait d'en parler au premier rendez-vous, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour toi? Moi, je me sens pas très loin des deux témoignages qui ont été partagés ici, dans le sens où j'ai pas un besoin absolu de me mettre en couple à la seconde où je relationne avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'au début, j'en parle même pas. En fait, il n'y a pas de question de est-ce qu'on se met en couple, qu'est-ce qu'on est, rien. Donc on laisse un peu aller. Donc il y a ce laps de temps où c'est non exclusif parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas abordé la question. Et le jour où on décide d'aborder la question parce qu'il y a des sentiments ou parce qu'on sent qu'on a envie d'une mise en couple, alors on va parler d'exclusivité. Et effectivement, la relation va évoluer à ce moment-là vers un couple exclusif. Et donc c'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. On a envie d'une relation, on a envie d'aller plus loin. Donc pour Janice et Tom, c'est donc on va parler de non-exclusivité. Et donc toi, ça sera plutôt, on va parler d'exclusivité. C'est ça. En fait, j'ai l'impression que le processus est plus ou moins similaire, mais la finalité ne l'est pas dans le type de relation. Et si quelqu'un, si la personne avec qui tu as envie de relationner, justement, te dit, non, moi, l'exclusivité, c'est pas trop ça. Ça laisserait la porte ouverte à la question. Je me poserais forcément la question, mais c'est vrai que moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des sentiments amoureux, ce serait vraiment difficile. Donc, si c'est quelque chose de plutôt tranquille, posé, on s'aime bien, on s'apprécie, on passe du temps ensemble, ok. Mais je pense que si ça devait aller plus loin ou passer le cap du sentiment, de l'attachement réel et profond, j'aurais vraiment du mal, je pense, à rester dans cette configuration. Donc, tu parles de sentiments amoureux et de sentiments de manière générale. Et pourquoi ça change quelque chose au fait de mettre un terme à la non-exclusivité? Pour moi, je pense qu'il y a cette question malsaine et sociétale de jalousie, de possessivité, de sentiment de ne plus être cette personne unique avec laquelle l'autre relationne. Et donc, il y aurait, pour moi, c'est vraiment un problème de faire la part des choses entre, ok, on a une relation où on est bien ensemble et peu importe le reste, et il partage ça avec quelqu'un d'autre de façon égale à la mienne. Est-ce que c'est forcément de façon égale? Justement, moi, je me suis rendu compte avec ma relation actuelle. C'est une question que je m'étais posée, en fait. Je m'étais dit, ok, je vais ouvrir mon couple. Comment est-ce que ça va se passer si je rencontre quelqu'un et que je passe des moments intimes avec une autre personne que mon compagnon? Est-ce que je risque pas de développer des sentiments qui sont les mêmes? Comment faire la différence? C'est des questions que je m'étais beaucoup posées. Et maintenant que j'ai ouvert mon couple, mais en fait, je me rends compte que c'est pas la même chose, en fait. Je peux avoir de l'attachement pour d'autres personnes, je peux être vraiment passer des magnifiques moments avec d'autres personnes, mais ça n'impacte pas, en fait, ce que je ressens pour mon partenaire, voire même ça renforce, en fait, parce que
comme je me rends compte que ça ne diminue pas mes sentiments, ça me les renforce en fait. C'est assez difficile à expliquer, mais je me suis rendu compte de ça parce que voilà, je passais du temps avec d'autres personnes et malgré ça, à la fin de ma journée, quand je rentrais chez moi par exemple, j'étais contente de retrouver mon copain, pas parce que j'avais passé une mauvaise journée ou quoi que ce soit, mais juste parce que j'étais contente de retrouver cette personne-là en tant que personne qui est spéciale pour moi. Et donc, vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein d'amour à donner et ça m'a fait plaisir en fait de me rendre compte d'être capable de ça. Et voilà. Si je peux réagir, je vois bien la prise de conscience que ça doit être au niveau personnel, mais est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi de ne pas savoir ce qui se passe? Bon, j'imagine il y a de la communication, mais de ne pas savoir quel est le processus de la personne avec qui tu es, donc avec ton copain. Est-ce que lui gère les choses de la même façon? Est-ce que lui ne va pas s'attacher? Je pense que j'aurais aussi cette peur de me dire, ok, moi j'arrive à faire la part des choses et moi ça renforce, mais en face, qu'est-ce que ça dit en fait? Clairement, moi j'ai eu un petit moment de stress quand une fois mon copain était revenu d'un week-end avec des amis et qui m'a dit j'ai failli avoir j'ai failli avoir une relation intime avec une autre personne et j'ai ressenti un peu une peur et un stress et du coup j'ai un peu analysé j'ai réussi à mettre un peu en retrait de moi-même et en me dire ok, qu'est-ce qui déclenche en fait ces sensations et ces émotions. Et du coup, j'en ai parlé avec lui et je me suis rendu compte que en fait, c'était une peur un peu de l'abandon, de se dire ok, en fait, il aime bien une autre personne et du coup, qu'est-ce qui va faire que il va pas se dire en fait, l'autre personne est mieux que moi. Et c'est clair que j'ai ressenti ça, mais après, en discutant, j'ai été rassurée. Mais ce que je me dis, c'est que l'exclusivité n'empêche pas cette peur de se dire que n'importe quel moment, mon compagnon peut rencontrer quelqu'un et se dire en fait cette personne est mieux que moi. Et pour moi, l'exclusivité n'empêche pas ça. Au contraire, la non-exclusivité permet d'explorer des rencontres avec des autres personnes sans forcément du coup se dire ok, je suis obligée de mettre fin à ma relation principale ou ça dépend des configurations, mais on n'est pas obligé de mettre fin à une relation pour pouvoir en explorer une autre. Et du coup, je trouve que ça élargit en fait, au contraire, et ça, pour moi en tout cas, ça évite la jalousie d'être en non-exclusivité parce que je sais que c'est pas parce qu'il va être attiré par une autre personne qu'il sera moins attiré par moi ou que ça va modifier notre relation, quoi. Je me dis que à moins d'enfermer les gens dans une cave, c'est pas la relation exclusive. Alors oui, évidemment, on va moins être dans des relations de drague. Enfin, ça dépend des personnes. Hein. On va parler de personnes qui respectent leurs engagements et les contrats de la relation. Mais en tout cas, discuter avec des gens, apprendre à connaître des gens, ses collègues, ses amis, sortir. C'est des choses qu'on fait même quand on est en couple exclusif, a priori. Ça dépend des gens, encore une fois. Mais je me dis, je pense, allez, si tu dois rencontrer une personne avec qui tu accroches, c'est pas parce que tu es en couple exclusif que tu vas te dire non, en fait. Après, peut-être, hein, c'est possible que ça mette des barrières, mais ça, tu peux les mettre... allez, moi, je suis en couple non exclusif au niveau sexuel, on va dire, mais en termes de romantique et de sentiments et tout, je suis pas dans du polyamour. Et donc, moi, c'est pareil, en fait, je suis sur un couple ouvert, mais je vais pas commencer à tomber amoureuse d'autres personnes ou quoi. Je peux avoir des sentiments très forts pour d'autres personnes, mais tout comme je peux avoir pour des amis, au final. Mais donc, oui, pour moi, c'est un peu se leurrer que de se dire je suis en sécurité parce que je suis en couple exclusif. Je pense que les personnes qui ont envie de tromper, elles vont tromper, et les personnes qui doivent rencontrer d'autres personnes, elles vont les rencontrer. J'ai l'impression que c'est juste une norme qu'on se met, mais je sais pas si dans les faits, vraiment. Moi, je voulais juste dire que j'avais l'impression que je vivais les choses de manière assez similaire à Janice. C'est pas parce que je vais commencer à relationner avec quelqu'un que je vais me mettre à moins aimer les autres ou
être moins attirés ou leur accorder moins d'importance. Et je pense que le fait de se rendre compte de ça pour soi, ça peut être aussi quelque chose de rassurant, de se dire, si moi je vis ça comme ça, si l'un ou l'une de mes amis avec qui je relationne rencontre d'autres personnes, c'est très probable qu'elle va vivre les choses de manière similaire et pas se mettre à moins m'aimer ou me trouver moins important ou quoi. Par contre, oui, sur le fait d'être monogame et de mettre des barrières, je pense que ça dépend vraiment des personnes. La majorité des gens trompent. Il y a des estimations qui vont jusqu'à 70% de tromperie. Mais du coup, on peut se dire que voilà, il reste quand même 30% de gens qui sont capables de se discipliner et de se dire je suis monogame, vraiment dans ma tête, j'envisage personne d'autre sexuellement, quoi. Et je pense que c'est possible, mais c'est pas la majorité, quoi. Dans la tête ou en pratique? Parce que dans la tête, c'est possible. Mais... Enfin, oui, pour moi, ça se passe d'abord dans la tête et ensuite on applique. Ce qu'on s'est fixé théoriquement dans la tête, on le met dans la pratique, évidemment. Mais du coup, pour moi, ces 30%, c'est pas la monogamie qui va les pousser à être fidèles ou quoi. C'est juste que ces 30%-là sont des personnes qui ont envie d'être fidèles. Mais enfin, j'ai pas l'impression que ce soit la barrière de la monogamie qui pousse. C'est juste que ces personnes-là ont envie de relationner avec une personne. Parce que sinon, les chiffres seraient pas tels, quoi. Ouais, et c'est possible parce qu'en plus, on peut même être trompé en étant non monogame. Donc, tu peux développer? L'engagement dans la non-monogamie est différent, mais il y a toujours un engagement. Il y a des choses avec lesquelles on est d'accord et d'autres non. Et a priori, on est transparent sur ce qu'on fait. Évidemment, il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir. Par exemple, si par exemple, je vais prendre un exemple, on imagine un couple ouvert où c'est la relation principale et quand ils vont avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, ils ne veulent pas le savoir. Ça, c'est un exemple. Mais ça pourrait être l'accord inverse. Ils veulent savoir, ils veulent tout savoir. Et une tromperie, par exemple, dans cette configuration, ce serait de ne pas le dire, de le cacher à l'autre. Alors qu'ils sont d'accord pour la non-exclusivité sexuelle, mais pas pour le cacher. Et donc, il y a moyen d'être infidèle tout en étant non monogame de manière consentie. Justement, Janice, tu parlais de contrat tout à l'heure. Est-ce que du coup, c'est une discussion que vous avez eue dès le début ou est-ce que c'est au fur et à mesure vous avez décidé de mettre des règles? Il y a eu une discussion quand on a décidé de relationner comme ça et on s'est dit qu'on allait rester ouvert à l'expérience en fait, comme c'était la première fois pour nous deux, de se dire on met des règles en place qui sont dans la théorie pour nous les bonnes, mais en laissant la porte ouverte à des modifications si besoin selon ce que chacun vit en fait. Donc et oui, je rejoins Tom sur la fidélité, et les possibilités d'être trompé quand on est en couple ouvert. C'est finalement pour moi c'est un non-respect du contrat. C'est comme c'est une tromperie. C'est une tromperie puisqu'on a consenti à un contrat spécifique au final et donc s'il n'est pas respecté, on est trompé. C'est comme dans les relations exclusives, c'est juste que les termes du contrat sont pas les mêmes au final, mais c'est le même principe. On consentit à un certain type de relation et du coup c'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que vous avez vraiment fait un contrat et que vous avez signé? Je suis très curieuse. Oui, on a fait un pacte du sang. Non, il n'y a pas eu de contrat signé parce que on se fait confiance et on a une bonne mémoire relativement. Mais ça aurait pu. Relativement. J'aurais fait ça. Il y a des personnes avec qui, des personnes que j'ai fréquentées dans le passé avec qui j'aurais fait par écrit, par exemple. Parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Parce que c'est des cons. Mais Tom, comment ça se passe du coup dans tes différentes relations? Est-ce que vous mettez des règles aussi? C'est comme Janice a dit, c'est en fonction de comment les gens vivent les choses à un temps T. Il n'y a pas des règles figées dans le marbre pour tout le monde.
Il y a des gens qui sont plus insécures par rapport à certaines choses, d'autres par rapport à d'autres. Donc, il faut juste adapter en fonction des personnes, quoi. On en discute. On se dit, OK, ça, par exemple, ce que tu as fait à ce moment-là, ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as raconté ou que sais-je, ça m'a mis en insécurité. Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en place pour rendre les choses plus faciles et voilà, et on avise à partir de ça, quoi. Je dirais que la seule règle, en fait, qui est vraiment indiscutable, c'est le consentement, quoi. Et pas que sexuel, vraiment, comme Janice a dit, on consent à un contrat, on consent à des conditions dans lesquelles on va être en relation. Et donc, c'est ça le truc qui est vraiment indiscutable, quoi. Mais du coup, moi j'ai une question pour Laura, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins ces contrats quand on est dans une relation exclusive, parce que genre ils sont censés être implicites et genre j'ai l'impression que c'est genre logique pour la société que quand on est en couple exclusif, il y a telle règle. Mais du coup, est-ce que tu as des discussions de ce type-là, genre par exemple embrasser c'est tromper, tu vois, ce genre de truc, ou mettre des balises de à quel moment est-ce que je suis trompée, à quel moment est-ce que tu as ça du coup? J'ai pas ça parce que, comme tu dis, c'est assez implicite. Et je pense que tromper dans une relation où les deux partent du principe que ça va être exclusif, c'est partager l'intimité que tu peux avoir avec quelqu'un. Et donc, ça comprend relations sexuelles, embrasser, ce genre de trucs. Après, je pense que ouais, c'est assez implicite et que du coup, il n'y a pas besoin de faire un espèce de... Il n'y a pas besoin de répertorier. C'est assez évident quand tu parles de relations exclusives, je pense, en tout cas à mon niveau et au niveau de tous les partenaires que j'ai déjà eus et avec lesquels j'ai déjà été en couple. C'était assez évident. Il n'y a pas eu ce truc de OK, mais ça d'accord. Enfin, c'était assez évident dès le début, en fait, à partir du moment où on a décidé de se mettre en couple. Mais ouais, quand on pense à tromper, on pense souvent au sexe ou à s'embrasser, etc. Mais par exemple, ça pourrait être enfin, moi, je pense à une histoire que j'ai entendue, mais du coup, je vais en parler de manière très vague. Mais imaginons, il y a un truc qui te préoccupe, mais tu n'as pas nécessairement envie, alors que ça ne concerne pas ton ou ta partenaire, mais tu n'as pas nécessairement envie d'en parler à cette personne, et tu vas en parler, te confier à une autre personne. Je sais que ça, c'est possible que du coup, le ou la partenaire se sente trompé, quoi, se dise ah mais non, mais c'est à moi que tu dois parler de ça, de tes soucis et tout. Donc toi, tu t'en penserais quoi de ça? Est-ce que il faut en discuter, dire ah non, c'est moi ton ou ta confidente? Ouais, moi je me retrouve pas du tout là-dedans. C'est pas du tout une dictature quand même. Donc, je veux dire, t'es libre de t'adresser à qui tu veux. Et enfin, c'est arrivé très récemment dans ma dernière relation, où mon partenaire de l'époque ne se sentait pas très bien. Je sentais que c'était difficile d'en parler et j'avais du mal à communiquer avec lui sur le sujet. Et je lui ai dit, écoute, il faut que t'en parles. Et si c'est pas à moi, c'est pas grave, mais parle-en à des amis, à des proches, à qui tu veux, ça te fera du bien dans tous les cas. Mais t'as besoin d'en parler, donc ça, non, j'aurais jamais considéré ça comme une tromperie. Au contraire, si c'est plus difficile de m'en parler à moi pour X raisons, parce que ça peut être lié à plein de trucs, au sujet, ou enfin, à des a priori, j'en sais rien, peu importe. Enfin, donc non, je me retrouve pas du tout là-dedans. Je trouve ça un petit peu extrême quand même, comme fermeture. Du coup, quand tu parles de partager l'intimité, du coup, ce serait plus physique, ou il y a aussi de l'intimité non physique qui peut être perçue comme de la tromperie? Parce que j'arrive pas du coup à voir la frontière avec ce qui peut être l'intimité que tu as dans une amitié, par exemple. Ouais, je pense que pour moi, c'est vraiment physique et je sais pas trop l'expliquer d'ailleurs. Parce que je comprends totalement les relations non exclusives et les couples libres et tout ça. Je comprends la logique et je suis d'accord avec le fait de dire qu'effectivement, c'est même peut-être plus sain qu'une relation exclusive. Donc je pense que ça partirait, oui, de l'intimité physique. Après, je pense aussi que tout est relatif au respect mutuel. Si forcément mon partenaire entretient des relations non physiques et juste verbales avec quelqu'un d'une façon malsaine ou qui ne correspond pas à ce qu'on s'était dit de prime abord, je vais le prendre presque comme une tromperie, si pas au même degré, alors que c'est pas physique. Mais effectivement, si je vois que
c'est dans le non-respect, ou c'est à l'opposé de ce qu'on s'était dit dès le début, je trouve aussi que ça dépasse la limite. Donc, je dirais que oui, tromperie, ouais, c'est peut-être cette notion de physique, je sais pas trop pourquoi, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des débordements qui ne sont pas physiques. Donc là, on a vachement parlé de partenaires, mais est-ce que votre entourage est au courant et est-ce que vous le communiquez à votre entourage? Et comment? Moi, je suis complètement out de ça. Donc, quand c'est pertinent d'en discuter, j'ai aucune honte ou quoi de dire bah oui, moi, je suis anarchiste relationnel. Donc oui, toutes les personnes où c'est pertinent qu'elles le sachent le savent. Tu dis que tu es out de ça. Est-ce que ça veut dire que ça doit être quelque chose à révéler? Non, en fait, moi, j'en parle comme si c'était normal, en fait. C'est juste, pour moi, c'est la norme. Mais je sais que de manière générale, dans la société, ça ne l'est pas. En tout cas, de manière consentie. Oui, il y a des gens qui n'osent pas en parler à leur entourage. Ça existe. Et donc, ils sont pas out, quoi. Ils sont, entre guillemets, encore dans le placard par rapport à leur non-monogamie. Moi, ça dépend en fait des personnes. Pour ma famille, par exemple, ma sœur est au courant et je lui dis comme ça, sans grande... Allez, j'en ai pas fait un plat, quoi. Juste, voilà, ça a été dit quand j'ai dit que j'étais en couple, en fait. Ça a été dit en même temps. Mais ma mère, par exemple, elle n'est pas au courant, mais elle sait pas que je suis en couple non plus. Donc, en fait, c'est plus les personnes avec qui j'ai envie de parler de mes relations personnelles privées. Je vais en parler et je vais en parler comme c'est, quoi. Et puis, d'autres non. Après, je sais que par exemple, mon copain en a parlé au boulot, du fait qu'on était non exclusif. Et je travaillais au même endroit avant, donc c'est mes anciens collègues, pour mettre le contexte. Et du coup, pour moi, ces personnes-là sont majoritairement des personnes un peu problématiques sur toutes ces thématiques-là. Et du coup, c'est pas des personnes à qui moi j'en aurais parlé. Mais maintenant que c'est fait, bon, je m'en fiche, quoi. C'est pas quelque chose qui va me faire me sentir mal vraiment parce que ça se sait ou autre. C'est juste que moi, ça me serait pas venu à l'idée parce que c'est pas des personnes avec qui je partagerais ce genre d'infos, parce que je sais que ça va être vu directement comme un truc complètement débridé, hyper sexualisé. Enfin voilà, tout un prisme comme ça qui me correspond pas, mais voilà, c'est pas que j'ai du mal à en parler, quoi, on va dire. Ceci dit, je pense que même dans les configurations qui, de prime abord, pour la société sont la norme, comme un couple exclusif, il y aura toujours quelque chose à redire. Dans ma précédente relation, au tout début, donc on se voyait, voilà, on essayait de voir où ça allait. Au bout de 4 mois, je pense qu'on a parlé d'exclusivité. Et même à ce moment-là, moi j'avais un petit peu ce stress de couple, de mettre le mot en fait dessus. Et au final, ça changeait rien dans les faits parce que c'était pratiquement comme un couple. J'avais juste un petit stress avec ça et donc je le présentais pas comme mon copain, on est en couple. Et par exemple, pour se dire au revoir, si on passait la soirée ensemble, etc., pour se dire au revoir, on s'embrassait. Et si on se voyait 2 jours après, on se faisait la bise pour se dire bonjour. Et ça, je me souviens que certaines personnes dans mon entourage le jugeaient, quoi. Alors que dans les faits, ça change absolument rien. Et c'était oui, bon, vous êtes ensemble, quoi. Mais ouais, on se voit. Oui, mais c'est ton copain. Enfin, donc j'ai l'impression que c'est jugé de toute façon, même dans les trucs qui sont plus, entre gros guillemets, la norme pour la société. Ce sera toujours une configuration qui ne correspond pas à 100% à la case dans laquelle elle devrait être, de toute façon, en fait. C'est un peu toutes les notions de case, d'étiquette et de devoir c'est ça, ouais, correspondre à quelque chose. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression que si t'es pas à 100% dans une case et qu'il y a un détail qui ne rentre pas dans cette case-là, il va falloir revoir tout le concept parce que ça fonctionne pas. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Mais Janice, du coup, par rapport à ce que tu disais avec tes anciens collègues, est-ce qu'il n'aurait pas fallu communiquer sur le fait de le dire aux autres et en fait, à qui le dire, à qui ne pas le dire, pour que vous soyez tous les deux à l'aise par rapport à qui est au courant ou pas, quoi? Oui, totalement, je pense.
Le contexte ici étant que mon copain n'a jamais eu de relation intime avant moi. Et donc, tout est nouveau pour lui. Il découvre absolument tout. Et donc, forcément, ces trucs d'en parler, à qui on en parle, comment on en parle, etc. Pour lui, parce que du coup, j'en ai parlé avec lui après, hein, je lui ai dit, moi, j'aurais pas forcément dit ça à cette personne problématique, homophobe, sexiste, raciste. Bon, c'était pas le public. Voilà, il y a eu la discussion derrière et il a très bien compris. Mais lui, sur le moment, ne s'est pas rendu compte. En fait, pour lui, du coup, vu que c'est la première fois qu'il relationne de cette manière, pour lui, c'est la norme, en fait, forcément. Et du coup, il n'a pas eu cette notion-là de comment ça va être interprété par les autres. Et bon, il y a aussi le fait que moi, je suis une femme cis et qui, du coup, étant perçue comme une femme par la société, forcément, je vais être plus jugée sur des questions d'ouverture, notamment au niveau sexuel. Et donc, lui, il n'a pas cette vision-là de se dire il faut être prudent, en fait, à qui on parle de sexualité, les images qu'on met dans la tête des gens. Voilà, c'est tout un pan que lui n'a pas pris en compte forcément parce que, voilà, homme cis, vision homme cis. Et donc, voilà, je lui en veux pas parce que le contexte est là et on en a discuté après. Mais clairement, oui, on aurait dû en parler avant, en fait. D'autant plus que je connaissais les personnes. C'est pas non plus comme s'il en avait parlé à ses amis proches, par exemple. Où là, c'est différent. Là, c'était des anciens collègues. Tu peux expliquer ce que tu veux dire par femme cis et homme cis ? Oui, donc je suis une femme cisgenre. Donc ça veut dire que mon sexe biologique correspond au genre qui m'a été assigné à la naissance. Et homme cis, pareil. Donc j'entends que c'est facile d'en parler, mais le fait de l'entendre pour la première fois, comment ça s'est passé pour vous ? Du coup, moi, la première fois qu'on m'a proposé d'ouvrir mon couple, c'était il y a quelques années maintenant. Et c'était avec mon premier copain, donc, que j'avais rencontré vers mes 15 ans. Et donc, on était ensemble depuis 3 ans et demi. Et en fait, ça n'allait plus. Et donc, on était en phase de on va se séparer, en fait. Et notamment, moi, une des raisons, mais c'était pas la raison principale, mais une des raisons de la séparation, c'était que je sentais que j'avais envie d'avoir des expériences autres, puisque je n'avais connu que cette personne-là. Et du coup, en fait, il a amené cette ouverture de couple comme une façon de sauver le couple et d'éviter la rupture, en fait. C'était non, mais on peut ouvrir le couple, comme ça, on reste ensemble. Et donc, c'est évidemment très problématique de toutes les manières possibles. Et enfin, c'est même pas un consentement de sa part pour moi de proposer ça comme ça a été fait. Et donc là, vraiment, j'ai balayé l'idée d'un revers de la main parce que c'était pas du tout adapté et pas du tout ce que je voulais à ce moment-là. Et j'ai eu d'autres personnes qui ont fait la même chose. J'ai eu un autre copain plus tard qui m'a proposé pareil, une fois que j'ai voulu le quitter, qui m'a proposé d'ouvrir leur couple, comme si c'était une solution miracle à la rupture. Dans les faits, oui, mais pas avec ces personnes-là, puisque tu as l'impression que c'était par dépit ou pour sauver la relation, quoi. Oui, c'est ça. C'était pas du tout une discussion de « Ah tiens, ça pourrait être bien ». Et la problématique n'était pas l'exclusivité. Les 2 fois, c'était pas ça la problématique et la cause de la rupture. Donc je vois pas en quoi la non-exclusivité deviendrait une solution à une autre problématique. Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi. Ça n'en a toujours pas maintenant, des années plus tard. Pour toi, Tom, avant d'être en anarchisme relationnel, est-ce que ça a été un jour difficile à entendre ? Non, puisque en fait, moi j'étais pas en secondaire, j'étais pas dans les cool kids. J'étais pas considéré comme un type à qui c'est cool de sortir. Et du coup, en fait, moi j'ai fait mon petit bout de chemin tout seul dans ma tête. Je suis devenu vegan, j'ai rencontré des gens à l'université qui étaient féministes, antiracistes, anarchistes et tout. Et c'est en fait en réfléchissant à tous ces mouvements et principalement en faisant une synthèse de féminisme, anarchie et sex-positivité, à un moment je me suis dit « Ah ouais mais non !»
Avant, quand j'avais 17 ans, je me projetais à fond dans un couple monogame, même avec des enfants et tout. Mais ouais, à partir de là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est déjà la jalousie. Bon, les émotions, elles ont une utilité, mais la jalousie, est-ce que c'est vraiment une émotion que j'ai envie de ressentir ? Est-ce que j'ai envie d'être possessif vis-à-vis des personnes avec qui je suis en relation ? Et donc, suite à tous ces questionnements, je me suis dit, oui, non, en fait, je vais être non monogame. Mais je ne me suis pas lancé immédiatement. J'ai d'abord vraiment mûri mon questionnement dans ma tête. Et puis à un moment, je me suis dit, ouais, allez, je suis prêt. Et je me suis inscrit sur un site de rencontre. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Mais du coup, c'était déjà de base, boum, je suis non monogame. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire, ah, on est en couple, est-ce qu'on ouvrirait le truc ? Donc, moi, j'étais à l'initiative tout le temps. Et en face, soit j'avais une personne qui avait toujours été monogame et puis qui me rencontrait et me disait « Ah bah ok, je veux bien tester ça », ou bien une personne qui était déjà non monogame et du coup on relationnait de manière non monogame, quoi. Tu as parlé de sex-positivité, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Pour moi, c'est un mouvement qui cherche à aborder la sexualité de manière positive, hein, comme le nom l'indique. Mais c'est notamment en replaçant vraiment le consentement au centre et donc qu'il y ait beaucoup plus de discussion là-dessus, que ce soit beaucoup moins dans l'implicite. Mais en gros, c'est un mouvement qui fait la promotion du consentement, quoi, et de la communication positive autour de la sexualité. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu n'as jamais été en couple exclusif de ta vie ? Tu as toujours eu des relations non monogames ? J'ai été une fois en couple avec une meuf avec qui je m'entendais pas du tout pendant une semaine quand j'avais 16 ou 17 ans. Puis je suis parti en vacances et quand je suis revenu, elle m'avait trompé avec un de mes meilleurs amis. Yes. Voilà. Et Chouette depuis, t'es en première relation. expérience. Mais Et depuis, du coup... ça m'a pas traumatisé, quoi. Mais c'était pas... Enfin, pour moi, c'est comme si ça comptait pas parce que bon, c'était juste une semaine, on n'avait rien en commun. Pour toi, Laura, du coup, si tu devais être amenée à l'entendre, tu penses que ça te ferait quoi ? Je pense que l'entendre, c'est pas un problème, parce que je suis assez ouvert d'esprit sur tous les sujets. Et puis, dans mon entourage, j'ai des amis aussi qui sont en couple libre ou peu importe. Donc, on aborde souvent le sujet, la communication est assez facile et je comprends sur plein de points. Mais je pense que arriver à l'appliquer, c'est vraiment être déconstruit à plein de niveaux. Et je pense que je ne le suis pas encore pour l'appliquer. Donc, à mon avis, je suis à mi-chemin. Donc l'entendre, c'est OK et aucun problème. Et je suis ouverte à la discussion. Et si je rencontrais quelqu'un qui me proposait d'être dans ce genre de relation, il y aurait très certainement une conversation sur le sujet. Ce ne serait pas fermé tout de suite. Mais c'est vrai que l'appliquer, je pense que pour l'instant, j'ai plus de mal parce que ça suscite chez moi certaines peurs, certaines angoisses que j'arrive pas encore à gérer et qui sont très certainement pas du tout liées en fait à mes relations de couple. C'est soit à mes expériences amoureuses passées, soit à des situations familiales, enfin bref. Donc je pense que je suis pas assez déconstruite à ce niveau-là pour pouvoir appliquer sereinement ce genre de situation, ce genre de relation, et que forcément ça va créer chez moi des situations où je serai pas épanouie de toute façon. Donc je pense que c'est plus ça mon problème actuel. Que de l'entendre parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je comprends sur plein de points et je pense même que c'est très certainement plus sain qu'une situation où on met des barrières, mais voilà, j'en suis pas encore à ce stade actuellement. Est-ce que du coup, si tu es en relation avec quelqu'un et que ça se passe trop bien et que la personne elle te dit moi j'ai besoin d'ouvrir, est-ce que du coup tu penses que tu préférerais arrêter la relation alors qu'elle se passe super bien parce que ce serait trop dur d'ouvrir ? Je réfléchis sur la notion de relation qui se passe trop bien parce que j'ai du mal à concevoir. Mais effectivement, je pense que le problème principal peut-être du fait que j'arrive pas à ouvrir, c'est très certainement le manque de confiance. Et donc je pense que si hypothétiquement j'avais une relation où la confiance est à vraiment 100%, je mets ma main à couper et que cette personne me respecte totalement et à tout niveau,
Je pense que ce serait pas impossible. Effectivement, ce serait plus difficile, ce serait plus horrible en fait d'arrêter la relation avec quelqu'un que tu aimes profondément, avec qui ça se passe parfaitement, que d'envisager la possibilité d'ouvrir. Donc je pense que dans cette configuration qui me paraît utopiste, ça viendrait... la possibilité d'ouvrir viendrait peut-être plus facilement, ouais, effectivement. Ok. Du coup, si ça a été petit à petit votre réflexion par rapport à l'ouverture de couple, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le sujet? Oui, moi au début, j'écoutais beaucoup de podcasts, je lisais des articles sur le sujet. D'ailleurs, il y en a un que j'adore qui s'appelle la brochure la brochure contre l'amour sur le blog InfoKiosque, et que je recommande à toutes les personnes avec qui j'ai envie de relationner ou non d'ailleurs, et que j'ai lu bien 5 ou 6 fois, quoi. Mais à chaque fois avec peut-être 1 an d'écart. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui est... en fait, c'est une compilation de plusieurs textes qui est tellement riche qu'il y a des trucs qui vont te parler, mais à un moment dans ta vie. Et donc, si tu le relis 1 an plus tard, peut-être c'est pas à ça que tu vas faire attention, c'est un autre truc qui va te... Ah oui, c'est vrai que sur ce point-là... j'ai peut-être encore du travail à faire, ou c'est vrai que ça c'est une insécurité qui me parle, voilà. Mais j'ai l'impression que là, peut-être la dernière année ou les 2-3 dernières années, j'ai peut-être un peu moins tendance à faire ça, parce que j'ai l'impression que je suis en train de me stabiliser pas mal dans ma manière de concevoir les relations et d'avoir quelque chose de... je sais pas, d'assez robuste et qui se tient bien et qui me convient bien. Donc j'ai peut-être un peu moins tendance à faire ça ces derniers temps. Moi, je me suis pas du tout renseignée sur le sujet au début. Je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'étais adolescente, pour moi... j'ai toujours eu j'ai toujours su que ça existait, mais pour moi c'était un peu plus genre la non-exclusivité. Pour moi c'était exclusivement sexuel, j'envisageais pas autre chose. Pour moi c'était forcément des couples ouverts qui faisaient des plans à 3 ou ce genre de choses. Si j'avais regardé du porno, ça aurait été une catégorie porno dans ma tête, bon. Mais donc ouais, c'était quelque chose qui était exclusivement sexuel. Et c'est que des années après que quand j'ai commencé à entendre parler de polyamour, où là, j'ai pensé à... En fait, oui, il n'y a pas que la sexualité qui peut être ouverte, il y a aussi les sentiments et les choses platoniques, on va dire. Et là, oui, en fait, c'est plus en me renseignant et en m'informant sur le féminisme et que j'ai entendu parler de ça. Mais... je me suis pas vraiment renseignée plus que ça. C'était plus soit des amis ou alors juste mon expérience personnelle, en fait. Pour moi, c'est quelque chose que je vis et du coup, moi, je vais l'adapter et faire comme moi je ressens et ce dont moi j'ai l'impression d'avoir besoin ou ma partenaire aurait besoin. Ça va plus être là-dessus. Et voilà. Ça vient plus mes réflexions viennent plus de moi et ou quand j'en discute avec des amis proches ou ce genre de choses, quoi. On a parlé de non-exclusivité et de relations libres, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de polyamour. Là, tu viens de l'aborder, mais est-ce que quelqu'un peut définir polyamour? Moi, je peux le définir, mais en tout cas, ce que moi j'entends par là, mais après je le pratique pas, du coup je suis pas la personne la mieux placée, mais mon meilleur ami est dans une relation polyamoureuse et pour moi ce que je vois c'est pouvoir être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes en même temps, ce qui ne correspond pas pour moi à ma manière de relationner, par exemple. Et pour moi, le couple ouvert ou libre, ça va plus être au niveau sexuel. On va pouvoir aller voir d'autres personnes. Mais je pense que chacune a sa définition de ce qu'est un couple libre ou un couple ouvert. Je pense que c'est assez personnel aussi, quoi. Oui, couple libre ou couple ouvert, ça peut peut-être être un terme parapluie pour différentes façons de relationner non exclusives. Oui, c'est ça, je pense. Et dans un couple ouvert ou couple libre, il y a la notion de couple. Qui n'est pas absolument nécessaire dans le polyamour.
Par exemple, moi je suis anarchiste relationnel, je relationne avec plusieurs personnes, mais je me considère comme célibataire. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ce genre de discussion ou si l'autre personne n'a pas su en parler ou si ça arrive pas tout de suite, ça arrive après? Parce que si on est dans une relation de couple exclusif, mais qu'en fait on veut une relation libre, un couple libre avec des grosses guillemets. Moi, je pense que dans toute situation, à partir du moment où il n'y a pas de communication claire, peu importe le moment, ça va imploser à un moment donné. Quand on va se rendre compte que mais en fait, on n'a pas du tout la même vision, en fait, on ne voyait pas les choses de la même façon, on n'attendait pas les mêmes choses l'un de l'autre. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a une discussion qui va être amenée parce qu'on a envie de décider, peu importe quoi, ça doit être amené. Après, si au début de la relation, il n'y a pas spécialement de communication sur ce qu'on est, ce qu'on veut, où on veut aller, et qu'on laisse un petit peu de temps pour voir, moi, je crois que ça ne me poserait pas de problème de me dire « Ah, ok, il n'avait pas la même vision que moi », mais à partir du moment où on décide quelque chose, peu importe, alors je pense que oui, il faut être ouvert tout de suite et transparent, parce que sinon, ça va créer d'office des tensions ou des quiproquos ou des malentendus, et ça va imploser. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Laura. Moi, j'avais tendance à, je vais pas dire surcommuniquer parce que ça n'existe pas, je pense, pour moi, mais en tout cas à beaucoup discuter de quelles sont les attentes par rapport à la relation, vers quoi on va, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, moi je veux ça, si, ça. Mais moi, j'avais l'impression, mais alors c'est très personnel, mais j'avais l'impression que ça cadenassait un peu trop vite la relation, de se dire, en fait, au bout d'une semaine, si je te dis ça c'est mes attentes, nanana, peut-être que dans 2 semaines ça a complètement changé parce que c'est le propre d'une relation aussi, ça évolue et notamment au début ça peut évoluer pas mal. Et donc moi ce que je fais plutôt maintenant c'est les grandes lignes, on va dire voilà je relationne de telle manière, je suis ce genre de personne, enfin ce genre de choses, mais après s'il y a des contrats ou des choses qui doivent être mises plus clairement, ça viendra par la suite. Mais en tout cas, allez, par exemple, mettons, aborder le fait d'avoir des relations sexuelles avec des autres personnes, par exemple, je vais en parler avant de le faire. Ça va pas être, en tout cas, je vais essayer, quoi. Ça va pas être hier j'ai eu une relation sexuelle avec un. Est-ce que tu veux parler de l'ouverture du couple? Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Je pense que c'est primordial pour éviter de tromper en fait. Hein. Finalement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est toujours mieux d'anticiper. Même si les mots n'ont pas été mis sur le fait que ce soit une relation exclusive ou non exclusive, s'il n'y a pas encore eu la discussion avec des grosses guillemets, parce que c'est pas la discussion, c'est pas un truc de ouf. Il faut quand même pouvoir en parler avant que ce soit qu'il y ait des actes, quoi. Oui, clairement. Et moi, vu que moi, on était ouvert avant d'être en couple, a fortiori, on a parlé de certaines choses avant même d'évoquer un couple ouvert, puisqu'on n'était pas en couple. Et donc, c'est vraiment en fait par rapport à ce qu'on fait et à la réalité du terrain, si je puis dire. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a certaines décisions qui se prennent aussi en fonction de l'évolution. Moi, j'avais eu le cas avec un ex-compagnon où on s'était rien dit. Juste, on aimait passer du temps ensemble. Et un jour, il m'avait dit que voilà, il avait une soirée, il s'était emballé 2 filles. Aucun problème, on s'est rien dit, donc j'ai rien à dire. Mais ça m'avait un peu affectée. Je m'étais dit, ok, en fait, ça me dérange. Et donc là, on a amené la discussion de est-ce qu'on partirait sur un couple exclusif ou pas, pour justement que je ne revive pas des situations qui me dérangent. Et là, on avait pris la décision de, ok, mais du coup, ça n'avait créé aucun conflit et j'avais eu aucun stress parce que il avait été honnête et surtout qu'il ne me devait rien, donc il n'y avait aucun souci. Mais cette décision avait découlé du fait qu'il s'était passé X événements qui m'avaient ou non affecté. Donc, Et si c'est vraiment compliqué d'en parler de vive voix, est-ce qu'il y a des alternatives à cette discussion ? Je me dis que ça pourrait soit être par écrit, une lettre ou ce genre de choses. Mais moi personnellement, je suis pas fan de ça parce que je pense que c'est important d'être physiquement présente pour accueillir les questions ou réactions de l'autre personne, parce que ça touche quand même à des émotions qui peuvent être fortes. Ça peut déclencher des réactions négatives aussi en face, donc je pense qu'il faut être prête à
accueillir ça. Après, ça peut être lancer une petite graine, poser une petite graine chez la personne en lui disant « Ah, j'ai écouté ce podcast, c'est super intéressant, qu'est-ce que t'en penses ?» Ça peut être ça aussi. Tom, t'enverrais ta brochure contre l'amour? Oui, moi je l'envoie toujours de toute façon. Mais moi ça me semble quand même compliqué de parler de ça d'une autre manière que face à face. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que Janice a dit. Ça peut susciter des émotions négatives, ça peut susciter des insécurités. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très intime. Ça peut être les insécurités, comme Laura l'a dit, ça peut être lié à des trucs qu'on a vécu dans notre enfance, avec notre famille, ou même dans des relations précédentes. Du coup, pour moi, ouais, je suis à fond d'accord avec ce qu'a dit Janice, que il vaut mieux être présent vraiment physiquement et pouvoir accueillir toutes les émotions et pouvoir réagir relativement rapidement, parce que si on a juste un échange de messages par texte, déjà ça peut être interprété de plein de manières différentes, puisqu'on n'a pas le ton, on ne sait pas comment la personne exprime ce qu'elle exprime, et puis il y a le temps qui passe. Moi j'ai l'impression que c'est quand même vraiment vraiment mieux d'en parler en personne. Si c'est pas face à face, ça peut engendrer des craintes. Oui, et tout un tas de questionnements qui pourraient être résolus en 30 secondes de conversation, quoi. Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des sujets qui ne s'abordent que face à face. À mon avis, c'est un peu la même chose que de se faire larguer par texto. Ne faites pas ça, en fait. Je pense que ça vaut la peine de discuter. Et oui, c'est ça, comme disait Tom, ça peut être mal interprété alors que le ton n'est pas du tout mauvais ou peu importe. Enfin, je pense que... Et puis montrer aussi qu'on prend le temps d'en discuter, c'est quand même important. Et je pense que de toute façon, même si ça crée des insécurités, ça ne pourra jamais tourner au vinaigre si on est face à quelqu'un qui a envie de vous écouter, en fait. Donc, je suis complètement d'accord. Et en plus, oui, voilà, j'imagine que cette question, elle vient du fait que y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir ce genre de conversation, qui se disent si ça se fait, ça va changer quelque chose à ma relation, on va se rendre compte qu'on veut pas la même chose ou quoi. Déjà, se rendre compte qu'on veut pas la même chose, c'est une chose positive, puisque ça permet d'ensuite éventuellement modifier la relation pour avoir quelque chose où ça correspond aux envies des deux, et trouver un compromis ou faire des concessions. Mais en plus, moi je trouve que le fait de se rendre compte qu'on est capable d'avoir ce genre de conversation vraiment profonde, où on va aller fouiller des émotions, etc., et être à l'écoute l'un et l'une de l'autre, en fait pour moi ça renforce une relation. Donc moi je vais vraiment encourager les gens à avoir ce genre de conversation s'ils ne l'ont pas encore fait. Surtout que c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas parce que tu viens avec une proposition ou une idée de voilà, j'ai pensé que forcément ça va être d'application tout de suite. Enfin, je veux dire, ça amène juste une conversation et un dialogue. Ça n'amène pas forcément une prise de décision au moment T. C'est le moment de l'épisode où je vous demande de résumer en une phrase ce que vous retenez de cet épisode. Moi, je vais commencer, comme ça, personne ne me pique mon idée. Je l'ai dit en premier. Ça va être très bateau, très facile, mais la base de la base, la communication, c'est la clé. Merci Janice. C'est tout pour moi. Moi, je vais rebondir sur ce que Janice vient de dire, et du coup, c'est la communication, mais dans quel objectif ? Pour assurer le consentement de tout le monde tout au long de la relation, peu importe la forme qu'elle prend. Moi, je dirais que chaque relation, peu importe sur quel mode de fonctionnement elle est basée, aura toujours sa propre complexité, indépendamment des dictats extérieurs. C'est pour ça que j'ai dit ma phrase en premier. Merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte, comme les couples, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est cool. Mais pour aller plus loin, on a 2 recommandations du jour, enfin 2 et demi. D'abord, c'est la BD de Polyamour et d'eau fraîche, de Elsa Ebert, Cookie Calcaire et Christina Rodriguez. C'est un partage personnel d'une histoire vraie.
c'est pédagogique et questionnant. Aussi le roman plus léger, Conversation entre amis de Sally Rooney, qui a aussi été adapté en série. C'est l'histoire de 2 amis qui tissent des liens avec un couple. Je n'en dis pas plus. Et j'ai dit 2,5 parce qu'il y a quand même le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, qui est aussi adapté en livre. Donc, j'ai déjà recommandé plusieurs fois les podcasts de Victoire Tuaillon. Toujours très bon. C'est tout pour cet épisode sur les configurations de relations et ses façons d'en parler. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera du choix de faire des enfants ou non. Abonne-toi pour ne pas le manquer.